le modèle en question. Alors, il existe évidemment de nombreuses méthodes de scénario à votre disposition, hein. Comme je vous le disais, on a testé ces méthodes, analysé. Ça fait 10 ans que iConcept existe. Fondamentalement, de toute façon, mon cher collègue, vous le savez, on est tous autodidactes fondamentalement. On a une matière, une bibliographie gigantesque. Et c'est la grande difficulté quand on est un jeune professionnel, hein. Toutes ces techniques ont un intérêt. Chaque auteur a sa boîte à outils. Parfois, cette boîte est lourde, parfois, elle est peu maniable ou pas. Et donc, en s'appuyant sur ce constat, nous, on a proposé, en fait, aux créateurs de fiction originale et aux créateurs de contenu, tout simplement de travailler plus rapidement en ayant une sélection technique, un processus d'écriture, en fait. Et donc, on va se focaliser, si vous le voulez bien, sur 3 techniques. On va vider la trousse, la boîte à outils, et on va conserver seulement le déclencheur, l'attache et le climax. Ces 3 moments clés d'une fiction qui vont donner lieu à beaucoup d'attention dans le synopsis et qui, normalement, si c'est bien fait, nous permettront déjà d'une part d'analyser la structure avec ses forces et ses faiblesses sans phare, parce que c'est le problème d'un auteur, hein. Il est doué avec les mots et le problème c'est que nous on fait de l'audiovisuel avec des images et des sons, et que l'avantage d'un document court, c'est que voilà, il n'y a que la structure. L'auteur ne peut pas se camoufler derrière un style qui est souvent bon. Et puis, ce document court, ce déclencheur, cette tâche et le climax, ça va nous permettre normalement de le déployer. Si on écrit de cette manière-là, tel un showrunner, nous pourrons écrire une structure en 4 actes, par exemple, en un temps record. Dans un atelier d'écriture aux États-Unis, un showrunner est capable de déployer le 1, 2, 3 en un séquencier complet d'épisodes d'1 heure en une journée. Voilà. Et ça, c'est vraiment le propre de cette technique. Donc on est parti. Je vais le donner, comme je le disais, dans l'ordre chronologique de la narration. Il est bien évident que vous trouvez les idées comme elles viennent et que vous travaillez dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Alors l'incident déclencheur, le déclencheur, la fonction dramatique connue, hein, voilà. Alors de quoi s'agit-il ? Tout simplement de l'accroche du spectateur, cette fameuse promesse. Donc cette technique va avoir vocation à faire ce qu'il y a de plus important, garantir l'empathie pour le personnage principal, annoncer la fin au début, déjà. Concrètement, il s'agit d'un événement externe. Donc toute fiction peut commencer par un événement externe. Cet événement-là est digne de la manchette d'un journal. C'est vraiment quelque chose de grave. Alors ça peut être le journal intime du personnage principal, si on est sur un drama, mais c'est un événement qui est un véritable problème. Ce problème va arriver au personnage que nous avons choisi pour être notre protagoniste principal. Donc pour le besoin de la pédagogie, je ne prends le cas, je prends le cas d'un personnage unique, mais bien entendu, je l'ai dit, on peut l'utiliser évidemment pour du choral, pour un personnage à plusieurs têtes. Voilà. Donc ce protagoniste a un événement, un problème, qu'on va appeler donc un événement déclencheur, qui est une complication terrible, externe, qu'il va subir et qui va l'arracher à son quotidien. Ce problème a une solution. C'est le fameux objectif. Voilà, donc on parlait de cette scène finale. Eh bien voilà, cette fonction dramatique va armer dans le même temps la scène finale qui permettrait de résoudre ce problème. Donc on dit, en dramaturgie, c'est toujours des termes très pompeux pour dire des choses simples. On dit que l'objectif est réifier. Donc du latin rendre objet, si vous voulez. Mais on pourrait dire filmable. L'objectif est filmable. Donc tout simplement, c'est l'annonce de la scène finale qui permettrait de résoudre le problème. L'événement déclencheur de Indiana Jones, là par exemple, c'est que les nazis les alliés ont intercepté un câble nazi qui annonce qu'ils sont en train de chercher, ils ont trouvé les coordonnées de la ville qui permettrait de trouver l'Arche d'Alliance. Et c'est un gros problème, parce que ça leur permettrait de gagner la guerre. Et le moyen concret, fondamentalement l'objectif, c'est-à-dire la solution à ce problème, il est bien évident que si on trouve l'Arche d'Alliance avant eux, ça nous permet de gagner la guerre. Donc vous voyez, on a ce couple déjà protagoniste-objectif.
évidemment, cet objectif filmable a un enjeu. Cet enjeu s'exprime au futur. C'est ce qui pourrait se passer de grave si l'objectif n'est pas atteint. C'est un élément de cette fonction qui est très important. Vous voyez que dans Indiana Jones, on nous a même fait un plan sur un dessin où les gens de la CIA demandent mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le feu de Dieu. Voilà, on comprend que l'Arche d'Alliance est une arme de destruction massive, hein, fondamentalement avec ce vieux grimoire qu'on nous montre. Voilà, bien ça c'est l'enjeu. Ça permet de simplement verbaliser. Sinon, les nazis gagneront la guerre avec un feu, une puissance de feu divine. Voilà. Et cet événement arme du même coup un antagoniste, c'est-à-dire au moins un personnage, qui vient tout faire pour empêcher l'objectif d'être atteint. Voilà. Donc je répète, la première fonction dramatique, le déclencheur, est un événement qui vient armer un protagoniste principal. Donc on a vu ensemble que le protagoniste a un archétype héroïque. Il n'y a aucun moyen ça va être, disons, très difficile de lutter contre 2000 ans de fiction et de ne pas, d'une manière ou d'une autre, faire la démonstration de qualités héroïques qui vont flatter l'ego du spectateur. Alors, c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle les anti-héros, on pourra en parler si vous voulez, mais voilà. Donc cet événement vient déjà montrer un personnage qui a les compétences héroïques nécessaires à l'identification, on l'a vu avec l'agent Clarisse, et ce problème qui arrive à ce protagoniste, eh bien, a une solution. Il y a la lumière au bout du tunnel, c'est l'objectif à atteindre. C'est la fin du film, c'est ce qu'on vient annoncer, la fin de la narration. Cet objectif à atteindre a un enjeu. Si cet objectif, si cette scène n'est pas traitée, eh bien, le monde ira plus mal. Et évidemment, pour assurer encore une fois l'empathie et jouer sur l'ego du spectateur, eh bien, on va compliquer la vie de notre protagoniste avec un antagoniste puissant, bien entendu, qui va tout faire pour empêcher le protagoniste d'atteindre l'objectif. C'est donc l'annonce d'un conflit permanent. Voilà. Cette première partie de concept, c'est la plus petite entité fonctionnelle d'une histoire. Voilà. C'est-à-dire que rien qu'avec ça, on peut déjà vendre une fiction, car c'est déjà une mécanique dramatique en soi. Ça ne fait pas tout, mais disons que ça permet de garantir, d'une certaine manière, on va dire l'identification bien sûr du spectateur et puis son attention. Et plus l'histoire est longue, plus je vais avoir besoin de cette fonction et qu'elle soit puissante. Voilà. Je vais vous donner des exemples pour illustrer la technique. Je vais prendre un exemple tout simplement d'une fiction que j'ai coécrite, donc l'épisode 3 du Village français. Vous voyez de quoi parle cette série, hein, ça se passe pendant l'occupation allemande, un village français. Voilà, on est au tout début de l'occupation. Eh bien, on est dans un atelier d'écriture, vous avez votre directeur de collection qui vous dit alors, qu'est-ce que tu as prévu pour l'épisode 3 ? Et voilà, on pitch. Toute fiction naît d'un pitch et meurt d'un pitch, rappelons-nous. Donc voilà, on pitch ça en atelier d'écriture. On a un câble militaire allemand qui est sectionné. Donc on est au début de l'occupation. Un câble militaire est sectionné. Et le chef de la commandanture, il est fou de rage. Et dans cet épisode, eh bien, il va ordonner à notre héros, c'est-à-dire le maire de la ville, alors là, il s'agit d'un épisode 3, donc normalement, l'empathie a été assurée dans les autres épisodes déjà. Mais en tout cas, il va donc ordonner à ce maire d'arrêter le saboteur coûte que coûte. Donc c'est le premier acte de résistance qui énerve beaucoup le chef de la commandanture. Devant cet acte de résistance, eh bien, que fait le chef de la commandanture ? Eh bien, il prend une liste d'otages, une liste de notables, et il somme en fait notre héros d'arrêter le saboteur, ce résistant, dans les 12 heures, sous peine de punir les otages avec une mystérieuse punition. Bien. Alors on va faire un petit jeu. Pierre-Antoine ici va tout simplement checker. D'après vous, donc évidemment le protagoniste principal de cette histoire, c'est là en l'occurrence le maire de la ville. Bien. L'incident déclencheur, je vous l'ai dit, c'est le câble militaire. Bien. Quel est l'objectif du héros ici ? Vous avez ici la planche sous les yeux. Quel est l'objectif armé par l'incident déclencheur ? Et quel est l'antagoniste, s'il vous plaît ?
sur la planche qui est en face de vous, essayez de déterminer quel est l'objectif et quel est l'antagoniste armé par cette promesse que constitue un incident déclencheur. Alors, je vais sauver les otages, empêcher que des otages ne soient tués. Alors, l'objectif, pour beaucoup, est donc de sauver les otages. Et l'antagoniste, que mettez-vous? En antagoniste, j'ai les Allemands, le saboteur, sans arrêter le saboteur, sauver les otages. Ok. Alors voilà, c'est assez intéressant. Vous voyez, j'ai volontairement partagé ce travail parce que la technique est simple, mais voilà, la dramaturgie est liée à l'oral. Donc c'est vraiment la capacité de verbaliser le bon mot qui va nous permettre de structurer correctement. On a tendance à plaquer la morale sur une structure, et ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que, en réalité, ici, le moyen, donc l'incident déclencheur, c'est que le chef de la commandanture fait un chantage, ok, et il prend des otages, il ordonne en fait d'arrêter un saboteur. Voilà. Donc le moyen de régler ce problème, la lumière au bout du tunnel, c'est de lui livrer le saboteur. Alors moralement, c'est un acte de collaboration, mais l'objectif est bien celui-là. C'est ce qui permettrait d'empêcher le drame de se jouer, c'est-à-dire l'enjeu. L'enjeu, c'est la mort des otages. Et si vous avez un doute sur l'enjeu, vous pouvez le verbaliser au futur, en disant « sinon, des otages seront probablement assassinés ». Donc on a ici le maire de la ville qui doit arrêter un saboteur et un résistant, probablement, pour sauver des otages qui ont été, qui sont victimes de la commandanture. Et vous voyez donc ici, si on est précis, on est en dehors d'une conception morale. Pour le moment, c'est la structure en elle-même qui est comme ça. Et c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que mécaniquement, l'opposant étant celui qui va tout faire pour empêcher l'objectif d'être atteint, l'opposant, le méchant, comme on peut dire de manière plus grand public, ici, ça n'est pas le chef de la commandanture, puisque le chef de la commandanture n'est pas celui qui s'oppose à arrêter le saboteur. Celui qui va tout faire pour ne pas arrêter le saboteur, c'est qui? C'est le saboteur. Donc, de fait, on a une structure où l'opposant n'est pas forcément celui qui qui a les valeurs morales détestables. En l'occurrence, vous voyez ici qu'on peut souvent confondre objectif et enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, parce que évidemment que ça mérite réflexion, est-ce qu'on doit collaborer? Donc l'enjeu, c'est non seulement de sauver des otages, mais l'enjeu aussi, c'est d'une manière éthique, morale, de se compromettre. Et jusqu'où ça peut aller? Donc ça pose une question, évidemment, qui est de l'ordre d'un dilemme, qui est doit-on punir quelqu'un, un résistant, pour sauver un plus grand nombre de gens? Donc ça, c'est vraiment un dilemme classique. Donc voilà, l'enjeu est la seule fonction qui peut être surenchérie. Hein. Autant tout à l'heure, on disait changer l'objectif en cours de route, c'est quand même très risqué. Tout le monde n'est pas Tarantino. Mais autant l'enjeu est quelque chose qu'on peut surenchérir. Alors évidemment, il ne faut pas avoir un enjeu moins important en cours de route, il faut juste l'augmenter. Et donc l'enjeu ici peut être aussi avoir une portée morale. Donc vous voyez ici, il faut faire attention parce que il peut y avoir des pièges. La technique est simple, néanmoins il faut être précis. On a donc ici un cadre très clair où l'opposant, c'est tout simplement le résistant qui a fait le premier boulot, en tout cas le saboteur. Et vous avez ce genre de structure aussi, par exemple, dans une fiction, dans un Boy Gets Girl, ou dans une fiction amoureuse, quoi. Souvent, l'opposant, c'est l'être aimé, c'est l'être à séduire, qui ne veut pas se laisser séduire. Voilà. Donc, gardez en tête que la mécanique dramatique n'est pas forcément liée à la morale de l'auteur. La morale de l'auteur se verra notamment à la fin de la fiction, puisque c'est l'auteur qui va valider comment va se terminer la fiction en fonction de telle ou telle attitude du personnage. Donc en l'occurrence, on pourrait analyser la fin de cet épisode pour comprendre ce qu'on a voulu dire. Mais ici, vous voyez que la mécanique est la suivante.
Prenons un autre exemple. Prenons Star Wars. Donc la fameuse période de guerre civile, il y a des rebelles qui mènent une guérilla contre un empire pour restaurer la liberté dans la galaxie, très bien. Maintenant, tout le monde connaît à peu près, je pense, ce Star Wars d'origine. Maintenant, faites un effort et essayez de vous remémorer quel est l'objectif concret du héros. Que veut Luke Skywalker? Parce qu'évidemment, tout le monde sait à peu près qu'il s'agit d'un jeune agriculteur de l'espace, idéaliste, hein, qui aide sa tante et son oncle à la ferme et qui veut entrer à l'académie des pilotes. Et puis, il va lui arriver quelque chose. Eh bien, essayez de vous rappeler comment est-ce que Star Wars est structuré. C'est-à-dire que ce qui est assez amusant, c'est qu'on a besoin de l'incident déclencheur pour construire une fiction. Mais c'est pas pour autant que les spectateurs vont s'en souvenir. On se souvient de Star Wars, on se souvient des grands moments de Star Wars. Mais que veut Luke Skywalker? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Quel est concrètement le moyen de lancer une fiction aussi grandiose? Je prends cet exemple parce que c'est évidemment ici Joseph Campbell qui a été convoqué par Lucas. Donc le voyage du héros, tout ça, il y a un certain nombre d'auteurs ici parmi vous qui aiment ce genre de structure. J'ai évidemment rien contre, hein, ça fait partie des techniques, des outils. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on peut louper le coche parce que, ok, il y a l'appel de l'aventure, donc grosso modo, vous vous rappelez que Luke Skywalker ici va tomber sur un message, donc il achète un droïde qui contient un message de la princesse, un message au secours de SOS de la princesse. Mais cet appel de l'aventure, s'il n'est pas concret, c'est-à-dire si c'est pas un incident déclencheur qui va armer un objectif concret, eh bien on va avoir un problème. Donc peut-être que certains d'entre vous ont oublié la structure. Fondamentalement, en fait, Luke Skywalker va tomber sur un message de la princesse, et la princesse, la championne des rebelles, on va dire, a volé les plans d'une arme formidable qui est l'étoile noire, qui pourrait faire gagner la guerre à l'Empire. Et donc, il est très important de livrer ces plans aux rebelles. Voilà. Et concrètement, c'est bien l'annonce qui est faite au début du film de la fin, qui est que l'Empire sera battu si on pouvait détruire cette arme de destruction massive qu'est l'étoile noire. Et c'est ce qu'on va voir à la fin. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'avec un déclencheur de film complet, on a une arène de science-fiction qui est crédible. On est dans un monde de science-fiction qu'on connaît sans même l'avoir vu. Hein. On est quand même dans un empire autoritaire face à une rébellion. On est vraiment clairement à des références de Troisième Reich. Hein, voilà. On a un protagoniste qui est bien identifié. C'est un jeune pilote idéaliste. Et il a été identifié comme étant quelqu'un qui a, par son père, un talent pour être un Jedi, donc l'empathie va être extrêmement forte quand même. Hein. Il a un don, le vieil ermite Obi-Wan Kenobi qu'il va rencontrer va lui dire qu'il a ce don-là. On a un objectif concret qui est donc de livrer les plans contenus dans le droïde à la résistance. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est-à-dire que vous n'avez pas les plans à livrer à la résistance, vous n'avez pas de film. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces détails, parce que c'est qu'un détail, vraiment Hitchcock appelle ça un MacGuffin, un bidule, c'est un truc. Mais c'est le refus d'aller dans ce détail qui fait que la structure peut s'effondrer. C'est-à-dire que notre boulot de scénariste, fondamentalement, c'est de trouver le bidule. Et vous n'avez pas de bidule, ça va être quand même abstrait. Alors évidemment, ici, il y a des enjeux forts. L'enjeu ici, évidemment, tout espoir de lutter contre l'Empire et la dictature sera évidemment annihilé, parce que s'ils ont cette arme, ils peuvent détruire des planètes complètes. Et évidemment, on a un opposant encore très réifié, puisqu'on a Dark Vador, qui est le cruel et puissant général qui non seulement poursuit ces plans qui ont été volés, qui reculera devant rien pour anéantir la rébellion, et qui est en capacité de détruire des planètes entières avec cette arme qui est en construction. Voilà. Alors une autre astuce, quand vous ne savez pas trop identifier quel est l'opposant, vous pouvez vous poser la question de qui est l'artisan de l'enjeu. Voilà, l'opposant, souvent, c'est l'artisan de l'enjeu, celui qui a les moyens concrets de l'enjeu. Ici, c'est lui qui a les moyens d'appuyer sur le bouton. Voilà.
Donc voilà un exemple de déclencheur. Est-ce que j'ai un autre peut-être exemple avant de prendre peut-être des questions sur cette première première fonction? Oui, Pretty Woman. Alors, ouais, c'est pour changer un peu de genre. Ici, on a un déclencheur qui est tout simplement qu'un homme richissime va engager une prostituée pour jouer sa compagne afin de boucler un deal très important. Voilà, grosso modo, il a besoin de quelqu'un pour jouer sa compagne. Et pendant une semaine, cette fille va devoir singer d'être sa femme, mais surtout, elle ne doit pas s'attacher. Et comme ça, elle recevra une dot qui va la faire vivre comme une princesse et lui permettre d'arrêter la prostitution. Mais évidemment, elle ne peut pas résister au charme de son client. Elle va tomber amoureuse de lui et elle va lutter contre ses nombreuses rivales. Alors ici, il s'agit d'un autre genre. Évidemment, vous avez reconnu à la fois la comédie romantique, typique des années 90, et c'est le mélange d'une comédie romantique et du conte de fées. Donc, évidemment, je ne vous fais pas l'affront de vous dire que dans une comédie romantique, l'objectif réifié, c'est toujours, au final, de finir avec l'être aimé. Hein. Donc, c'est d'ailleurs très souvent incarné à l'écran par un baiser, donc qui a une valeur symbolique, de manière artificielle. C'est vraiment ça l'objectif final. Mais ce film-là est le mélange d'une comédie romantique et d'un autre genre, qui est évidemment le conte de fées. Donc ici, vous remarquez que la structure qui a été prise en référence, c'est Cendrillon. Et donc c'est juste peut-être un moyen de vous rappeler que la méthode ici du déclencheur, qui arme un objectif, un enjeu, un antagoniste en face d'un héros, évidemment est valable pour n'importe quel type de fiction. Hein. Ce modèle, nous le déployons en série, nous le déployons même en jeu vidéo, enfin dans la narration interactive, et évidemment aussi dans les contes de fées, c'est possible. Et donc pour mémoire, Cendrillon, le déclencheur de Cendrillon, c'est que sa belle-mère lui autorise d'aller au grand bal organisé par le prince, alors que ce prince souhaite trouver sa femme, mais elle lui dit évidemment d'y aller que quand elle aura terminé des tâches ménagères impossibles à terminer. Et c'est un événement évidemment gigantesque dans la vie de Cendrillon. Ce qui est intéressant, c'est que le conte est une narration à une échelle beaucoup plus petite que le mythe, qui était le cas de Star Wars. Pourtant, ça fonctionne pareil. Dans la vie de Cendrillon, cette autorisation de sa belle-mère a une valeur énorme, puisque ça pourrait changer potentiellement sa vie. Bien. Évidemment, l'objectif de Cendrillon, c'est d'épouser le prince. L'enjeu, de ne plus être esclave. Sinon, elle continuera à être l'esclave de sa belle-mère. Évidemment, on peut tourner les objectifs de manière positive. On pourrait tourner l'enjeu de manière positive. L'enjeu pourrait être qu'elle soit plus heureuse, mais vous voyez que c'est moins pertinent que de le formuler toujours de manière négative. Que risque-t-il de se passer si l'objectif n'est pas atteint? Concrètement, elle est esclave de sa belle-mère. Et les antagonistes ici sont déjà sa belle-mère, parce que évidemment elle va tout faire pour l'empêcher, en fait, à commencer par cette promesse qu'il n'en est pas une. Voilà. Et puis évidemment toutes les autres riches prétendantes. Et bien vous voyez ici que Pretty Woman a tout simplement transposé, le scénariste de Pretty Woman a transposé le déclencheur de Cendrillon dans un monde plus moderne, mais c'est exactement le même. L'esclavage est aussi respecté, cette prostituée et voilà, vit une forme d'esclavage, et on a exactement la même structure. Et voilà comment on peut poser un peu les bases d'un incident déclencheur. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant ce premier élément dramatique qui devrait en fait un moyen d'analyser les premiers éléments du synopsis court, qui permettrait déjà d'analyser si le film, la fiction, cette fiction unitaire a une dynamique pour tenir une certaine distance. Ça a l'air clair, pas de questions sur le déclencheur, n'hésitez pas. Hein. Je vais juste remettre pour mémoire l'incident déclencheur. Voilà. Donc, un événement externe qui arme un protagoniste principal, un objectif, un enjeu et un antagoniste. L'objectif étant réifier l'archétype héroïque. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bien. Super. Alors, si vous n'avez pas de questions là-dessus, on va pouvoir embrayer. Peut-être une petite remarque sur l'incident déclencheur.
Bon, on verra ça tout à l'heure, mais oui, il y a une question. Alors, Sylvain qui pose la question est dans le cas d'un déclencheur avant le début. Dans le cas d'un déclencheur avant le début, oui. Oui, parce que je comprends ce que Sylvain veut dire. Je pense qu'il fait référence à la différence entre l'histoire et la narration. Fondamentalement, on peut très bien avoir une histoire qu'on a façonnée et puis prendre la narration, attaquer le récit plus tard. L'incident déclencheur étant quelque chose d'extrêmement important, puisque cet événement arme la promesse de cette fiction, eh bien, il est déconseillé de le mettre hors champ. Fondamentalement, il y a deux choses qui sont évidemment fortement déconseillées. Si je mets mon incident déclencheur hors champ, c'est-à-dire si je ne montre pas concrètement, eh bien dans mon extrait, que le chef de la commandanture ordonne ce qu'il a ordonné et prend des otages, si je ne montre pas que le jeune Luke Skywalker se retrouve avec les plans qui pourraient permettre de gagner la guerre, ou si je ne montre pas le deal qui est fait avec cette prostituée, je vais considérablement amoindrir l'efficacité de la technique. Voilà. Alors, évidemment qu'il y a des incidents déclencheurs qui sont hors champ, qui vont donner lieu à ce qu'on appelle tout simplement des backstories. Mais, alors, backstory, c'est un anglicisme, mais vous voyez ce dont je parle. C'est tout simplement des histoires, en général, on va s'en servir pour expliquer tel trait de caractère du personnage. Donc ce sont des techniques de caractérisation. Ça peut être aussi du mystère, ce qu'on cherche à percer. Que s'est-il passé ? Eh bien, dans tous les cas, si vous regardez bien, à ce moment-là, si ça s'est tenu hors champ, pour X ou Y raison, alors il nous faut un autre incident déclencheur qui soit dans le champ. Donc, c'est quand même plutôt déconseillé de le mettre hors champ, puisque c'est la poutre de la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où on ne peut pas être trop subtil. Et la deuxième chose qui est plutôt déconseillée, c'est que le personnage ne soit pas non plus au courant du déclencheur. C'est-à-dire que, fondamentalement, quelle est la logique derrière ? Pourquoi regardons-nous des fictions ? Parce que ça, l'idée, c'est de nous garantir une identification et un temps d'attention. Pourquoi regardons-nous des fictions ? Fondamentalement, la fiction, c'est un moyen d'exorciser nos peurs. Et si vous regardez bien autour de nous, ce qu'on passe notre temps à faire, nous les humains, c'est de garantir, de sécuriser notre quotidien, d'essayer de savoir de quoi demain sera fait. Ce qui nous effraie, c'est l'inconnu. De temps en temps, c'est vrai, on prend des décisions dans notre vie. Les producteurs ici vont forcément être d'accord. Les entrepreneurs vont partir avec un sursaut de foi, de confiance, et ils vont faire un saut dans le vide. Ou alors, peut-être parmi vous, certains se sont reconvertis professionnellement, ont fait un 180 degrés. Et notre société valorise ces choix parce que c'est courageux, à juste titre. Donc, on passe notre temps à essayer de sécuriser notre quotidien. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Ce que raconte une fiction, fondamentalement, c'est l'histoire d'un personnage qui, à cause de ce problème, voit son quotidien partir en éclats. Et fondamentalement, si on regarde le souffle derrière la technique, si on regarde la technique derrière que je vous mets, c'est, cet événement externe va propulser le protagoniste dans un état qui nous effraie, qui est simplement le fait de ne pas savoir à quelle sauce il va être mangé. Fondamentalement ici, le protagoniste principal se bat pour récupérer une forme d'équilibre. En conséquence, si le personnage l'ignore, il va y avoir un problème. Justement parce que ce qu'on veut, c'est pousser le personnage dans ces retranchements-là. C'est intéressant, là on fait une digression, mais c'est intéressant parce que vous voyez le 1, 2, 3 dont on parle, je vous l'ai dit, on peut le décliner par genre, il y a un 1, 2, 3 pour chaque genre, on peut le décliner dans des formats, après donc ça veut dire que ce 1, 2, 3 peut être éclaté en 2 actes pour des sitcoms, en 4 actes pour des séries télé, etc. On peut évidemment l'employer pour écrire des bibles, donc des mécaniques dramatiques qui ont vocation à faire un grand nombre d'épisodes, et nous pouvons également employer cette structure pour faire du storytelling
de marque ou du storytelling politique. Ça nous est déjà arrivé. Donc chez iConcept, on est aussi en tant que script doctor, on a aussi fondé à faire du storytelling. On a l'occasion de le faire pour des marques. On a travaillé par exemple, je salue Emmanuel Grand ici. On a travaillé par exemple pour Orange ou autre, mais on a aussi l'occasion de le faire. On a eu l'occasion de le faire pour des politiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que fondamentalement, peu importe ce que vous pensez de la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la grande détresse sociale qu'on peut tous constater, je pense ici en France en tout cas, autour de nous, cette espèce de folie ambiante, cette crispation, eh bien on peut l'analyser d'un point de vue de storytelling en disant que il n'y a aucune certitude sur ce qu'on veut vivre, ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que c'est un des moyens de rendre fous les gens. C'est extrêmement important de sécuriser son quotidien et de savoir ce qu'on va faire. Donc ne pas être capable de savoir si je peux fêter Noël avec mes amis ou ne serait-ce que si je peux imaginer que mon enfant va aller à l'école dans un mois ou deux. Enfin, c'est extrêmement puissant d'un point de vue émotionnel. Et donc, le storytelling d'une fiction vient capter le spectateur sur cette partie reptilienne qui est cette stratégie du choc qui consiste à mettre un spectateur dans l'état d'un personnage qui voit complètement, si vous voulez, son quotidien menacé. Donc, voilà, les deux choses que je déconseillerais, c'est de le mettre hors champ, cet incident déclencheur, parce que c'est quand même une fondation, et évidemment de faire en sorte que le personnage ne soit pas au courant. Parce que là, on peut avoir une ironie dramatique pendant un petit temps, mais si le personnage ne sait pas pourquoi il se bat et s'il ne sait pas si son quotidien est menacé, il va y avoir un problème. Voilà. D'autres remarques ? Alors, il y a des questions autour de objectifs et enjeux. Est-ce que Alfred pose la question, est-ce que objectifs et enjeux ne sont pas souvent confondus Très très bonne remarque. Poser la question, la distinction entre les deux. Donc il y a déjà une réponse en partie dans le canal. Donc, super. Mais c'est des très très bonnes remarques parce que, alors voilà, c'est pour ça qu'on disait que en fait, ce que l'on essaie de faire ici, tous ensemble, c'est de renouer avec la simplicité de l'oral. Fondamentalement, les gens se racontent des histoires depuis la nuit des temps. Ils n'ont pas besoin de professionnels, merci bien, et certainement pas besoin de iConcept pour le faire. Ils vont au café du coin, enfin non, ils ne vont pas au café du coin puisqu'on n'a pas le droit, mais ils allaient au café du coin. Enfin, voilà, ils se racontent des histoires. Il m'est arrivé un truc incroyable, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que s'il y a langage, il y a fiction. Notre spécialité, nous, c'est simplement qu'on a la prétention de savoir le faire pour un temps plus long que Roger au café du coin. En conséquence, les techniques de dramaturgie sont vraiment, comme je le disais, fondées sur l'oral. Et la remarque qu'a fait Alfred est super importante parce que on peut confondre objectif et enjeu. L'objectif, c'est bien un verbe qui est donné. Donc, ramener l'Arche d'Alliance à la CIA, avant les nazis. Et ce verbe peut être confondu avec d'autres. Tout à l'heure, quelqu'un a dit objectif, sauver les otages. Voilà. Or, ça, c'est l'enjeu. Sinon, les otages seront tués. Donc, vous voyez, ici, on peut confondre les choses. Donc, il faut faire attention parce que c'est le verbe qui va nous mettre dans l'erreur. Donc, faire attention entre l'objectif et l'enjeu. L'objectif et l'enjeu, les moyens de les dissocier, eh bien, l'enjeu est l'état au futur. C'est le monde tel qu'il va être tel qu'il devrait être si l'objectif n'était pas atteint. Et sinon, une autre façon de le repérer, c'est tout simplement que l'objectif, c'est la scène finale. Les gens qui ont le moins de mal avec ça, c'est les réalisateurs. Parce que l'objectif est souvent artificiel. Oui, je ne vais pas employer un objectif parce qu'Aristote a dit qu'il en fallait un, même si effectivement il l'a dit et que voilà, mais c'est trop abstrait. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il soit réifié ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'avoir un objectif, un personnage qui aurait comme objectif d'être heureux, ça ne marche pas ? Parce que simplement, je ne peux pas le filmer. C'est-à-dire que je ne peux pas, si je montre le héros, le comédien, s'il joue le bonheur, je ne peux pas garantir que le spectateur va se dire ça y est, je peux éteindre ma télé. Mon ordinateur, je sais que la fiction est finie. Par contre, si je vois l'étoile noire exploser, je pense que effectivement la guerre est gagnée pour les rebelles.
Donc un moyen aussi de ne pas confondre les deux, c'est que l'objectif, c'est vraiment la scène qui valide le succès. Ou l'échec, bien sûr. En gros, c'est donner les moyens au spectateur de valider le succès ou l'échec de la narration. Oui, d'autres remarques apparemment. Jouche nous pose la question suivante. Dans le cas de l'enjeu sur Pretty Woman, elle tombe amoureuse mais n'a pas besoin de gagner le cœur de Richard Gere pour se sauver de la prostitution. Il suffit juste qu'elle remplisse le contrat. Où est l'enjeu dans le fait de gagner le cœur de Richard Gere? Ah, bah c'est une très belle remarque. Hop, je remets. Non, c'est après. Eh bien, comme je le disais, l'enjeu est une fonction dramatique qui peut être surenchérie. Donc en fait, l'enjeu, c'est d'échapper à l'esclavage, de ne plus être une prostituée. Donc fondamentalement, on ne peut pas échapper à sa condition de prostituée si j'ai le deal du siècle de la prostituée. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec l'enjeu, c'est qu'on va pouvoir explorer différentes couches. D'abord, de ne plus être esclave de son souteneur, ok, mais l'esclavage s'arrête-t-il là? S'arrête-t-il là? Donc là, de la même manière qu'il y avait différents degrés d'enjeu, et c'est tout l'intérêt d'avoir un enjeu qui va être riche, c'est de poser la question de l'esclavage. Donc évidemment, c'est un film qui est très marqué par les années 90, je l'ai pris parce que voilà, il est clair et net, voilà, on en pense qu'on veut, il a peut-être mal vieilli, je sais pas, à vous de me dire, mais en tout cas, c'était une très belle question, une très belle remarque, pardon. C'est qu'effectivement, l'enjeu ici, c'est vraiment d'être aimé et d'être considéré comme une personne et pas comme une chose. Ce qui est la définition normalement du couple. Donc voilà un petit peu. Des belles remarques. Ah, une autre remarque. Question également, Philippon qui demande dans Memento, je crois que l'incident déclencheur est hors champ, et puis Sylvain qui pose la question, et l'incident déclencheur lorsqu'il est plus tard en flashback par exemple. Alors, je vais prendre déjà. Alors ça c'est une superbe remarque. Memento. J'ai, à titre personnel, un super souvenir. J'étais dans la salle l'avant-première de Memento avec Nolan, c'était à Deauville, c'était la grosse claque, vraiment exceptionnelle. Donc ce film est vraiment un petit chef-d'œuvre et il déconstruit tout. Donc là, absolument bien vu. Ça fait partie justement des films contre-exemple puisque toute la narration est différente est opposée dans le sens inverse tout simplement de l'histoire. Donc là, c'est exceptionnel. Voilà. Après, on peut voir que le personnage est dans le même état que le spectateur, c'est de comprendre et de savoir ce qu'il fait là. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du mystère. En fait, en réalité, on va substituer... Ce qu'on peut dire, c'est que le déclencheur hors champ ne peut, par définition, pas structurer, puisqu'il est hors champ. On ne le connaît pas. Il nous l'est donné très tard. Donc on substitue ça à un autre qui est bien connu d'un genre qui s'appelle le mystère, qui est... d'avoir envie de comprendre en fait, mais c'est évidemment un film chef-d'œuvre, donc c'est à ça aussi qu'on reconnaît chef-d'œuvre. Pour paraphraser ce que je disais, parce que c'est très important, je donne ici le canon. C'est exactement comme en dessin. Voilà, quand les dessinateurs ici, je sais qu'il y a des dessinateurs de BD que je salue, quand un dessinateur apprend à dessiner, il apprend le canon humain. Il apprend où se situent les yeux, la bouche, le nez, de manière théorique. Or, aucun d'entre nous n'est au canon. D'ailleurs, si on était au canon, ça serait flippant. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je crois, trop symétrique pour être honnête, on pourrait dire. Eh bien, les chefs-d'œuvre, en tout cas déjà rien que pour dessiner quelqu'un, un dessinateur va repérer les différences de quelqu'un par rapport au canon. C'est les petites variations par rapport au canon qui vont faire l'identité. C'est pareil pour une fiction. C'est-à-dire que là, je donne le canon qui va être un véritable levier d'analyse. Et donc là, c'est super parce que imaginons qu'on doive analyser Memento. J'imagine les premiers lecteurs du scénario, je rêverais, parce que j'ai un certain nombre, on a une bonne base de données de fiches de lecture de studios, de majors sur des films connus. C'est toujours intéressant de voir comment ça a été reçu. J'aimerais bien voir les fiches de lecture des premiers retours de lecture de Memento. Wow. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette analyse, on peut se dire, ok, à partir du moment où il n'y a pas le déclencheur dans le champ au début, qu'est-ce qui fait office de déclencheur? Quelle est la promesse? Et là, on est sur autre chose. Et il y avait une autre remarque, donc c'était, pardon? C'est assez clair, je pense qu'on a fait le tour. C'était bon? Ok. En tout cas, bravo pour toujours agréable de discuter avec les collègues. Est-ce que l'objectif doit toujours être défié? Ça ne fonctionne vraiment pas dans une fiction si c'est un objectif moral. Ah. Et dans Manchester by the Sea, par exemple, est-ce que son véritable objectif est vraiment réifié? Alors, la première question, est-ce que l'objectif doit toujours être réifié? Question d'Anna, réifié, pardon. Voilà. Oui, un objectif est
réifié, il est souhaitable qu'il soit réifié, c'est-à-dire filmable. Parce que sinon, à quoi bon armer un objectif si je ne peux pas tout simplement le visualiser? C'est-à-dire que là, évidemment, je ne fais pas référence à des techniques d'écriture de romans, hein, on est vraiment là dans le cadre de l'audiovisuel, voilà. Le propos ici, c'est de préparer, on verra la technique du climax, préparer la fin, d'avoir ce sentiment de satisfaction. Donc je dois pouvoir le visualiser. Si c'est abstrait, je manque peut-être une étape d'écriture qui est de rendre visuel quelque chose d'abstrait. En fait, c'est toute la difficulté de notre métier, c'est de rendre visuel, concret et même dans le détail, dans le trivial, des grandes émotions. En fait, j'ai presque envie de dire que n'importe qui, et vous le savez, n'importe quel amateur, peut être mu, disons, par des grandes émotions. On a sauvé le monde, vous voyez ce que je veux dire, on a tous envie de mettre ce souffle. La grande difficulté, c'est que ça doit être porté par une bête poutre avant d'avoir une maison incroyable. Il y a une poutre. Et cette poutre, il faut la définir et elle sera moche. Une poutre, c'est moche. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais il en faut une. Et donc, il est nécessaire d'avoir un objectif à filmer pour transcender, pour que derrière, le réalisateur puisse redonner du sens à cette image qui va être filmée. Mais s'il n'y a pas l'image concrète, voilà. Et oui, il y a une autre remarque. Et Farid nous posait la question, peut-il y avoir deux objectifs? Ah, est-ce qu'il peut y avoir deux objectifs? Alors, déjà, il y a deux objectifs. S'il y a deux objectifs, il y a deux lignes narratives. Donc oui, il y a de nombreux films qui ont plusieurs lignes narratives, bien sûr. Un objectif est une promesse. Après, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, pourrait-on avoir deux objectifs pour une seule ligne narrative? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, pourrait-on poser deux façons de résoudre un problème qui serait armé par un déclencheur? Bon, c'est intéressant, c'est un cas d'école. Voilà encore un moyen d'essayer de tourner la structure. J'ai pas d'avis sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à notre méthode, on peut déjà faire des constats. Ça veut dire que l'objectif le plus difficile sera forcément celui choisi par le spectateur, puisqu'on va s'identifier à celui qui vit le plus de conflits. Donc, si vous avez un objectif qui est plus difficile que l'autre, en réalité, ce sera forcément celui-là l'objectif en réalité. Mais c'est des vraies questions, voilà.